Bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous faisons cette émission ce soir exceptionnellement en raison des derniers événements au Liban. On va parler bien sûr de l'assassinat de Nasrallah avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, on fait une petite émission spéciale qui sera consacrée exclusivement à ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Liban. Voilà. Voilà, Donc, exactement. Donc, je tiens à préciser pour celles et ceux qui nous suivent donc sur tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, que ce sera essentiellement sur ce sujet-là. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous connaissez le principe. Vous faites votre demande, on vous donnera la parole, mais essentiellement sur ce que va nous parler donc Monsieur Cohen en première partie. Donc, s'il y a des questions, ce sera concernant le sujet. Voilà, merci. Alors, Monsieur Cohen, je vais oui, commencer moi déjà. Que oui. pensez-vous justement des derniers événements qui ont eu lieu, bien sûr? Je rappelle juste quelques faits historiques, faits historiques mais récents. L'élimination, du moins l'accident, pardon, l'accident d'hélicoptère du président iranien. Quelques semaines plus tard, s'en est venu l'élimination de Ismaël Haniyeh à Téhéran. Et donc, tout récemment, l'assassinat de Nasrallah. Donc, ce sont plusieurs événements qui se sont enchaînés ces derniers mois. Que pensez-vous de tout ça? Comment voyez-vous ces actions perpétrées par l'armée israélienne et les agents, certainement les agents du Mossad dans tout ça? Bon, je crois d'abord que c'est une énorme surprise. Euh, je pense que personne ne s'attendait à un tel coup d'éclat. C'est-à-dire que surtout le fait de débusquer Nasrallah dans son repère et de le faire sauter. Ça, c'était inimaginable, inconcevable, parce que sinon, enfin, je veux dire, s'ils avaient pu le faire, ça fait 20 ans qu'ils les narguent, ou 30 ans peut-être, enfin, en tout cas, ça fait au moins 20 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment une surprise. Et peut-être qu'on n'a pas fait attention suffisamment lorsqu'il y a eu l'affaire des beepers et des talkie-walkie qui ont suivi. Je pense que, enfin, a posteriori, bien sûr, maintenant, c'est peut-être assez commode de le dire, mais cela montrait probablement une infiltration assez profonde des réseaux du Hezbollah, peut-être même jusqu'au sommet, enfin, en tout cas dans l'entourage proche de Nasrallah, ou en tout cas la façon de prendre les communications, de capter les communications, de localiser les gens, etc. Et c'est probablement ce qui a permis de mener cette opération euh, qui était très, enfin, comment dire, il fallait beaucoup de précision, savoir où il était exactement à ce moment-là. Et là, ils ont largué, je crois, quelque chose comme 80 tonnes de bombes en l'espace de quelques minutes, enfin, de manière à percer toutes les protections en béton, etc. Et donc de l'atteindre. Et ça, enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est une surprise et je pense que j'ai lu la surprise chez tout le monde, enfin, en tout cas, chez les observateurs. Et même les Israéliens, d'ailleurs, ça a été pour eux, comme on dit, une divine surprise. Évidemment, sur le côté joyeux et, disons, un accomplissement pour eux extraordinaire. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que non seulement Nasrallah a été assassiné, mais il y a eu des dizaines d'autres, des responsables haut placés, moyennement placés, etc. Donc, probablement une désorganisation au niveau de la hiérarchie militaire
peut-être aussi du fonctionnement des missiles, et les Israéliens continuent à bombarder aujourd'hui avec la bénédiction de l'Occident, qui ne voit que, enfin, encore mieux que le Hamas, c'est-à-dire il ne voit pas il n'y a aucune réserve de leur part. Et donc, voilà, bon, disons que c'est un moment difficile à passer. Voilà, pour le Hezbollah, je pense. Mais je rappellerai ceci pour les gens qui auraient tendance à oublier l'histoire et à croire qu'une page est tournée. Je rappellerai ceci. En 1982, les Israéliens ont envahi le Liban jusqu'à Beyrouth. Ça a été presque une promenade de santé pour eux. Il faut dire que ils en voulaient aux Palestiniens. Et ils n'avaient rien contre. Les chrétiens étaient leurs alliés. Les chiites libanais à l'époque étaient plutôt favorables à Israël. Ce n'était pas du tout les chiites d'aujourd'hui. Hein. Les Druzes n'avaient pas envie de combattre les Israéliens. Et donc, finalement, les Israéliens ont avancé sur Beyrouth en l'espace de quelques jours. On a même ces images des généraux, dont Ariel Sharon, dans les lobbies des grands hôtels, enfin vraiment les conquérants, voilà, les nouveaux conquérants. Et après, ils ont obtenu le départ des Palestiniens, de Yasser Arafat, et des guerrieros palestiniens. En fait, c'était ça leur objectif. Et ils sont retirés. Mais en se retirant, ils ont gardé le Sud-Liban et ils ont créé une armée, ce qu'on appelle l'armée du Sud-Liban, l'ASL. C'est-à-dire, c'était des mercenaires payés, dont il y avait, je crois, 3000 ou 4000, et des bases militaires israéliennes, dont la fameuse base dans le château de Beaufort, qui est très connue, une ruine qui date des croisades. Voilà. Et c'était une étape qui aurait dû amener les Israéliens à conquérir le Sud-Liban. En fait, c'était une étape intermédiaire. Et le Hezbollah n'existait pas. Et donc, le Hezbollah a été créé à partir de 1982 pour résister à l'emprise israélienne sur le Sud-Liban. Donc, imaginez la situation à l'époque, c'est-à-dire 1982, l'armée israélienne a maîtrisé tout le territoire libanais, se retire, garde le Sud-Liban en otage ou sous occupation, sous contrôle, et le Hezbollah commence à naître, c'est-à-dire une milice née en 1982. Et cette milice de 82 à 2000 va grandir, va grossir, va s'entraîner. Elle va rendre la vie difficile, comment ça difficile, mortelle pour les Israéliens qui sont installés au sud Liban. Le château de Beaufort, qui était leur principale base, va devenir un lieu qui va les hanter, les Israéliens. Ils ont la trouille de leur vie. Pour ceux qui peuvent voir le film Beaufort, un film israélien, je leur conseille de le voir, parce qu'il montre à quel point les soldats israéliens avaient la trouille d'aller au sud Liban. Au point que le premier ministre Ehud Barak a décidé de quitter le sud Liban en 2000, la queue entre les jambes. C'est dire le Hezbollah, le pas qu'il a fait inexistant en 1982, il est devenu une force diabolique, entre guillemets, avec laquelle il fallait compter. Et en 2006, ils ont montré à quel point ils étaient forts. Donc, il n'y a pas lieu de désespérer, loin de là. C'est-à-dire que le Hezbollah, qui était inexistant
s'est constitué en force redoutable et aujourd'hui, il doit encore disposer de quelques milliers de combattants. Les chefs, ça se remplace, on nommera d'autres chefs, les armements suivront, etc. Et surtout aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une petite vidéo de 3 minutes, les Arabes, ils ont le choix. Ils savent à quel ennemi ils ont affaire. Voilà. Soit ces Arabes passent des accords avec les sionistes, et ce sont des traîtres, quoi qu'ils disent. Ce sont des traîtres, c'est-à-dire ils admettent, ils font la paix avec le régime sioniste, mais ils admettent implicitement ou non que l'État palestinien n'existera jamais, que Al-Quds sera toujours entre les mains des sionistes, que le Golan ne sera jamais rendu aux Syriens. Et les autres Arabes qui ont une âme de résistant, ils savent qu'avec les sionistes, il n'y a que 2 solutions: se battre ou devenir l'esclave des sionistes. Voilà, choisissez votre destin. Voilà, maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre, enfin, dans la mesure du possible. Alors, très bien, Monsieur Cohen. Alors, il y avait, n'hésitez pas les personnes qui veulent donc poser une question concernant le sujet. Alors, attendez une seconde, j'avais pas vu les demandes là sur Twitter. Là, voilà. Je vais donner la parole à Was qui est avec nous sur Twitter. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Wari. Pardon, je suis un peu malade, donc je vais essayer de ne pas trop tousser en posant la question et de faire très très vite. La question, c'est en rapport en fait avec l'Iran. Là, actuellement, Monsieur Cohen, je pense que vous connaissez mieux que moi l'histoire. Vous vous rappelez de l'affaire de la bleuite durant la guerre d'Algérie? Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre le même process par rapport à l'Iran et le Hezbollah. C'est-à-dire, ils sont en train de semer le doute dans la tête on va dire, des résistants, entre guillemets. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont réussi, parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y en a qui accusent tout le monde, ou c'est juste une impression, en fait, actuellement? C'est une technique habituelle des services secrets. Si les services secrets français avaient réussi à l'époque à semer le doute dans une katiba très importante, il n'y a pas de raison que le Mossad ne l'utilise pas, ou même d'autres services secrets. Donc c'est sûr que, mais ça, ce sont des choses qu'on ne saura probablement jamais, ou peut-être dans 20 ans ou 30 ans, c'est très difficile à dire, mais il est probable, enfin, oui, il est probable que ils ont réussi à infiltrer, bien que cela paraît très difficile vu l'organisation du Hezbollah, etc. Mais comme on sait qu'ils ont réussi à pirater leurs moyens de communication, bon, il est probable qu'ils aient réussi à infiltrer. Alors, moi, je suis incapable de dire jusqu'où, etc. Parce que là, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Mais en fait, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça qui a déclenché l'enfer qui tombe sur le Liban aujourd'hui. Je pense que c'est une décision politique, enfin stratégique, qui est assez étonnante. Enfin, je veux dire, elle a été prise de manière assez inattendue. J'ai souvent dit que Israël ne souhaitait pas ou avait vraiment beaucoup de réserves à intervenir de façon massive, encore que jusqu'à présent, ils évitent d'aller sur le terrain. Voilà. Voilà. Donc la question que vous posez, enfin je veux dire, elle relève vraiment des secrets les mieux gardés. Voilà, on n'est pas en mesure d'y répondre, mais il est certain que les services israéliens ont fait quelque chose. Voilà. Très bien, merci, Monsieur Cohen. Moi, juste je compléter un peu, pas compléter, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ce que je vous ai dit en début d'émission?
la mort du président Raïssi et tout ce qui a suivi. Est-ce que les services secrets israéliens auraient pu infiltrer donc comme ou alors avec la complicité peut-être d'agents de l'Iran, je ne sais pas, peut-être pour arriver à leur fin aujourd'hui. Et je vais donner après la parole à quelqu'un sur TikTok. Enfin, c'est très difficile, disons, pour des gens comme nous, comme moi, de répondre à une question qui nous échappe, c'est-à-dire dont seules probablement quelques personnes au sein des services secrets israéliens ou libanais ou iraniens ou occidentaux, comme la CIA, parce que le Mossad partage ces informations avec les services français, britanniques et américains. Et vraiment, il y a quelques personnes qui savent de quoi ils retournent. Donc, mais vous savez, je ne pense pas que ça soit lié à la pénétration. Je pense que c'est une décision qui a été prise de liquider Nasrallah parce que, bon, certainement, parce qu'il savait vraiment où il se trouvait à ce moment-là. Il fallait qu'il se trouve à un lieu bien particulier. Et donc, voilà, qu'ils ont réussi, mais je suis incapable de dire de quelle manière, etc. Ils ont réussi à être certains de sa localisation à un moment donné, de manière à déverser cette série de bombes, je vous dis 80 bombes en l'espace de quelques minutes, l'une après l'autre, sur un territoire assez limité, sur une surface assez limitée. Et donc, c'était une décision assez. C'est-à-dire, imaginez que Nasrallah en aurait échappé, peut-être à quelques centaines de mètres, il aurait pu en réchapper. Ça aurait été vraiment un coup d'épée dans l'eau qui aurait terriblement disqualifié la stratégie israélienne. Et donc, il ne pouvait pas se permettre de perdre et de rater. Et voilà. Vous savez, ce sont des actions qui se préparent. Enfin, je ne sais pas, regardez par exemple, c'est ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. En tout cas, moi, par exemple, j'ai pas vraiment, enfin, on n'a pas exploré les capacités, en fait, toutes les potentialités de la maîtrise des sébipères, et probablement d'autres téléphones, etc., sur l'infiltration du Mossad et sur le fait de percevoir ou de capter les transmissions les plus secrètes. Enfin, voilà. Très bien, merci M. Cohen. Je vais donner la parole à Titan qui est avec nous sur TikTok. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Je vais donner la parole. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. J'avais une petite question, en fait. Bon, je viens d'arriver, donc je ne sais pas si ça concerne le sujet, mais c'est lié quand même. Mais moi, je me demandais, en fait, par rapport à tous les Israéliens, en fait, qui sont de double nationalité, qui sont partis, en fait, rejoindre l'armée de Tsahal pour faire tous ces dégâts, en fait, pour participer à tous ces génocides. Donc, moi, je me demandais par rapport à tous les pays qui vont les réaccueillir après, parce qu'ils partent bien d'un endroit. Moi, j'avais été voir sur un site internet, bon, j'ai plus le nom en tête, mais je pourrais le retrouver, c'est pas un problème. Je sais qu'il y avait beaucoup de pays arabes, mis à part l'Algérie, parce que voilà. Écoutez, excusez-moi de vous couper. Mais je vous prie de revenir vendredi. On fera notre émission hebdomadaire vendredi et vous pourrez poser cette question. Voilà. Ce soir, on a voulu faire une émission spécifique au Liban. Ah, et d'accord. Voilà, je suis désolé, mais on l'a dit au début. Voilà. C'est sur le sujet, Titan. Donc, si tu as une question sur le sujet, je veux bien que tu la poses, mais sinon, tu reviendras vendredi. D'accord. J'ai une question sur le sujet. J'aurais voulu savoir, en fait, est-ce qu'ils vont continuer et qu'ils vont essayer d'aller plus loin pour essayer de constituer le Grand Israël ou c'est quoi leur but, en fait? Ils vont aller aussi loin qu'ils le peuvent. Et d'ailleurs, ils continuent. Les bombardements continuent. Et donc, ils vont. Bon, apparemment, ce n'est pas les bombardements comme à Gaza. C'est-à-dire, à Gaza, c'était vraiment
une préparation à une épuration ethnique, c'est-à-dire rendre la vie impossible. Et là, c'est vraiment, enfin en tout cas, bien sûr, il y a des dommages collatéraux, mais apparemment, ils ne visent pas encore les hôpitaux, les universités, etc. Mais tout ce qui ressemble de près ou de loin à des objectifs militaires, voilà. Ouais, d'accord, mais de toute façon, c'est comme ça que ça a commencé à Gaza. Hein. Donc, ils ont commencé par, soi-disant, attaquer le Hamas, et puis après, ils ont attaqué des hôpitaux, tout ça. J'ai bien peur que ça s'aggrave et que ça prend plus d'ampleur, quoi. Ça a déjà pris beaucoup d'ampleur, je trouve, personnellement. Titan, je vais t'arrêter parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps ce soir. Ouais, j'ai pas de problème. Merci à toi. Je vais donner la parole à Sam qui est avec nous. Bonsoir, Sam. Bonsoir, Sam. Oui, bonsoir, messieurs. Je voulais juste donner une petite, analyse personnelle, si vous me le permettez. Donc, je vais parler en tant que juriste, mais je ne vais pas parler de droit international. Je vais parler du travail. Je t'arrête 2 secondes, Sam, s'il te plaît. C'est vraiment une émission consacrée à ce qui se passe au Liban et les derniers événements avec l'élimination de Nasrallah. Et M. Cohen nous a. Si tu viens d'arriver, malheureusement, tu n'as pas entendu l'intervention du départ de M. Cohen, mais M. Cohen nous a livré son analyse plus ou moins. Et du coup, nous, là, je donne la parole essentiellement pour poser une question et pas venir développer ou donner son argumentaire. Donc, si tu as une question sur le sujet et les événements qu'il y a là-bas, je veux bien, mais essaie d'être concis, s'il te plaît. Merci. Je te rends le micro. Alors, ce qu'a fait Tsahal, c'est un travail très précis et je tire chapeau pour l'élimination de ce parasite qui gangrénait un peu la région et puis qui empêchait les autres. Dégagez ce monsieur, s'il vous plaît. Malheureusement, Sam, tu n'as pas bien saisi ce que je voulais. Non. Wari, s'il vous plaît. C'est, comment dire, c'est lui le parasite. Voilà, c'est un troll. Dégagez-le, voilà. Voilà, donc les amis, on n'a pas beaucoup de temps ce soir avec M. Cohen, donc je le répète, si vous voulez intervenir, venez poser votre question concernant le sujet. Le sujet, donc c'est les derniers événements avec l'élimination de Nasrallah. Restez bien là-dessus et quand vous montez, essayez d'être concis, précis. Voilà, je donne la parole volontiers, mais essayez de respecter un peu le cadre du débat. Merci. Donc c'est monsieur qui est avec nous, Pisman. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que l'Iran a montré ses limites? Est-ce que l'Iran n'a pas les moyens d'intervenir? Ok, très bien, merci. L'Iran, non, il a les moyens, mais si vous voulez, l'Iran pèse le pour et le contre. Il ne s'agit pas de foncer, parce qu'en fait, toute l'action d'Israël, en assassinant un général au consulat à Damas, en assassinant Ismail Haniyeh à Téhéran, etc., Israël cherche à provoquer l'Iran, justement. Et l'Iran ne tombe pas dans le piège. C'est-à-dire, l'Iran, et c'est pour ça que l'Iran n'interviendra pas, à mon avis, je l'ai dit vendredi dernier, ou mercredi, enfin la semaine dernière, l'Iran n'interviendra pas de façon massive pour ne pas donner le prétexte à Israël et aux États-Unis de lancer une campagne de bombardement massive. Voilà. Et donc, l'Iran répondra en temps et en heure, selon le plan, selon ses moyens, mais l'Iran ne restera pas inactif. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. L'Iran ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse. Voilà. Je donne la parole à un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir les amis. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Ah, super. Bonsoir, monsieur Cohen. Merci pour votre livre à l'époque vous avez révélé les Sayanim. Vous avez mis à jour l'information sur les Sayanim. C'était pas mal. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire que, en fait, ce qui se passe là avec l'élimination les unes après les autres, c'est des éliminations extrajudiciaires. C'est-à-dire que
on élimine des gens et on prétend ensuite que c'est des terroristes. Si je me trompe pas, pour éliminer Nasrallah, en fait, on a tué 300 personnes à peu près. Donc Oui. moi, ma question surtout, c'est ne veulent pas réduire, on va dire, la production de pétrole pour amener les gens à la table. Pourquoi elles ne font pas jouer le levier du pétrole? Les pétromonarchies, Voilà. on est d'accord, c'est bien ça. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser cette question vendredi prochain parce que là, ça dépasse le cadre. Nous, on a voulu faire une petite séance spéciale centrée sur l'assassinat de Nasrallah. Voilà, je suis désolé parce que on n'a pas envie de déborder. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais juste pour terminer, en Oui, fait, ce que allez-y, ça montre, oui. ces éliminations successives, c'est que en fait, le droit international n'existe pas. Ça a été prouvé par A plus B. Et Le droit international existe. Le droit international existe, mais il n'y a personne pour le faire appliquer. Voilà, c'est tout. Oui, voilà. Bon, ben voilà. Vous Si tirez jamais- les conclusions que vous voulez. Le droit international existe, mais il est sans effet. Voilà. Je vais donner la parole sur Twitter. Was, c'est à toi. Oui, Wari. Monsieur Cohen, moi j'ai une question justement sur l'assassinat de Monsieur Saïd Hassan Nasrallah, Allah yarhamou. Oui. En fait, c'est comme si le dernier discours qu'il avait fait, il avait une idée de toute façon, il savait qu'il était ciblé. Donc maintenant, est-ce que la coordination et l'organisation du Hezbollah, est-ce qu'il va changer? Est-ce que ça va devenir encore plus agressif ou est-ce que ça va vraiment casser la structure même de Hezbollah en fait? Alors, vous savez, dans l'introduction, si vous l'avez écouté, enfin, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai fait exprès de retracer la création du Hezbollah en 1982. Il était inexistant, personne n'avait entendu parler de lui, et il est parti de rien, il est devenu une force colossale qui a fait partir, c'est la première fois qu'Israël quitte un territoire occupé militairement. C'est énorme, c'est colossal. Voilà. Le Hezbollah est arrivé à cela alors qu'il n'existait pas en 82. Donc, aujourd'hui, il a une force considérable. Je ne peux pas enfin, plusieurs milliers de combattants. Il a des armements, il a une structure, il a de l'entraînement. Et donc, à mon avis, il se remettra en ordre de bataille et c'est une question de jours ou de semaines. Il est loin d'être démantelé. Donc, les forces principales, ok, Israël a assassiné probablement quelques dizaines de cadres, enfin le chef, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs, mais il est loin d'avoir brisé la structure du Hezbollah. Voilà. Il y a encore des milliers qui sont très bien entraînés, qui sont motivés. Ils pourront recruter 2 ou 3 000 facilement, ou 5 000 ou 10 000, vu l'état d'esprit des Libanais, et donc retrouver assez vite leur capacité de résistance et de frappe. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus, à mon avis. On n'entend rien. Oui, excusez-moi, monsieur Cohen, j'avais coupé le micro. C'est bon, reprends, Fouad. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe que le micro était coupé. Non, Donc, si on suppose qu'Israël aurait pu tuer Nasrallah depuis longtemps, vu qu'ils ont des espions, ceci, cela, ils avaient des renseignements. Donc, Oui. la question, c'est pourquoi aujourd'hui? Pourquoi, s'ils pouvaient le tuer avant, pourquoi ils l'ont tué maintenant?
Non, à mon avis, ils n'ont Attends, jamais pu le tuer. attends. Parce que s'ils avaient pu le faire avant, ils l'auraient fait. Voilà. Aujourd'hui, à mon avis, en tout cas, parce que c'est leur ennemi mortel depuis des années et des années. Donc, s'ils avaient pu le faire à n'importe quand, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils l'auraient fait avec plaisir, avec joie. Mais, à mon avis, ils n'ont pas pu, ils n'ont jamais pu le faire. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont réussi? Peut-être qu'il faut le lier à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les transmissions, les beepers, etc. Il est probable que ça a un lien avec la localisation de Nasrallah. Probablement, ils ont pu calculer la localisation exacte, l'épaisseur, enfin des trucs techniques, et donc préparer leur coup. Voilà. Et ça, c'est sûr que s'ils avaient pu le faire avant, ils n'auraient pas hésité. Très bien. Alors, j'ai quelqu'un d'autre sur TikTok. Non, elle est partie. Bob Marley. Oui, bonjour, bonsoir, Monsieur Cohen, bonsoir. Je voulais juste poser une question simple. Qui et comment un jour pourra arrêter Israël? S'il vous plaît, vous pourrez poser cette question vendredi parce que voilà, je regrette. Ok. Voilà, Une deuxième on n'a question. pas envie de déborder, on a envie de faire une émission. Est-ce que Israël va pouvoir a pour objectif de prendre le Liban? Certainement le sud Liban. Voilà. Ok. Merci, Monsieur Cohen. Merci Je à vous en toi. prie. Au revoir, bonne soirée. Merci. Alors, Miramar. Oui, bonsoir messieurs. Je voudrais vous poser une question donc, par rapport au sujet. Je voudrais savoir par rapport à l'assassinat de monsieur Nasrallah, si en fait, après cet assassinat, les services secrets occidentaux n'auraient pas participé de près ou de loin à l'action Oui. des services secrets occidentaux. Oui, je suis sûr que les Occidentaux, ils ont dû être informés quelques heures avant. C'est la tradition. Enfin, d'abord, on commence avec les Américains qui sont informés avant, quelques heures avant. Mais à mon avis, c'est une opération 100% israélienne. Voilà. Je ne crois pas que les services occidentaux ont été mêlés de près ou de loin à cette action. Je ne crois pas que le Mossad aurait accepté de partager ce travail ou cette préparation avec les services occidentaux. Voilà. Très bien. Foued, à toi. Oui, encore une autre question par rapport à ma dernière question. Oui. Oui, s'ils auraient pu tuer Nasrallah avant, vous dites qu'ils l'auraient fait. Donc, Oh, moi, ce que je trouve évidemment. bizarre, c'est que le président iranien et le chef du Hezbollah ont été assassinés quasiment en même temps, on peut dire. Donc, je me demande si c'est tout ça, justement, c'est pas leur jeu de provocation, se dire en tuant, en faisant un gros assassinat, on va les provoquer pour qu'ils réagissent. Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, un assassinat juste d'une simple personne, il réagissait violemment. Donc, je ne comprends pas ça. Comment les deux ont pu être assassinés en si peu de temps, alors que ça fait 10 ans qu'ils les cherchent. Ouais, et sans qu'il y ait de réaction, oui, c'est ça. Nasrallah, sans qu'il y ait de réaction, voilà. Nasrallah n'a jamais offert. D'ailleurs, les Israéliens ont essayé de le provoquer. On dit oui, il se cache comme une femme, il n'ose pas, etc. Mais Nasrallah ne leur a jamais fourni la moindre possibilité d'être attaqué. Voilà. Il a vécu terré, mais vraiment terré. Il n'a jamais voyagé. Il n'est jamais sorti de sa cachette parce qu'il n'a jamais
voulu donner la moindre possibilité au service israélien de le descendre. Voilà. C'est un phénomène rare. Il a toujours vécu de cette façon-là dès qu'il a été nommé. Voilà. Très bien. Alors, j'ai un autre intervenant sur Twitter. AH, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Donc, merci de m'avoir fait monter pour pouvoir poser ma question. Ma question vient effectivement suite à l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et qui coïncide en ce moment avec les préparatifs. On entend dire que les colonies sur les frontières nord d'Israël sont devenues des zones militaires maintenant. Donc, il y aura une opération terrestre apparemment. Est-ce que vous pensez, M. Cohen, que l'assassinat de Saïd Nasrallah va faciliter la tâche de Tzahal, donc de l'armée israélienne, dans une opération terrestre, ou ça va être de pire en pire, vu que les combattants d'Hezbollah vont vouloir venger leur secrétaire général, leur leader. Merci. Ok, je ne crois pas que ça change quelque chose enfin, d'important au niveau du rapport de force. Comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit même à 2 reprises, les forces du Hezbollah sont intactes à 90%. Voilà. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut, ils sont prêts, ils sont organisés, ils sont entraînés. Bien sûr, bon, on va réorganiser les responsabilités, les ordres, etc. Donc, le Hezbollah va connaître une petite période d'incertitude, mais qui va être rapidement comblée. Ce sont des gens habitués à se battre, qui ont vraiment une volonté de faire. Enfin, ce sont des combattants extraordinaires dans tous les sens du terme, et donc ils ne vont pas se laisser prendre. Et donc, s'il y a une opération terrestre, moi personnellement j'en doute, mais enfin on ne sait jamais. Hein. Et c'est là où on verra que le Hezbollah n'a rien perdu de sa puissance. Bon, alors, on prend une dernière question, Wally. Oui, une dernière. Je vais donner la parole à Samir. Samir? Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est Jacob Cohen que j'entendais là? Alors, malheureusement, petit souci technique. Foued. Donc, oui, pour en revenir à ma question, est-ce que par rapport à l'assassinat de Nasrallah et du président iranien, bon, on va rester sur Nasrallah parce que c'est pareil, est-ce que les services, on va dire d'espionnage des services israéliens, ils n'ont pas déjà dans la tête ou ils n'ont déjà pas organisé la succession de Nasrallah? Quelqu'un qui serait de leur côté à ce moment précis où ils ont besoin de se concentrer sur le Hamas et que le Hezbollah les laisse tranquilles une fois pour toutes. Là, je crois que vous lisez beaucoup. Vous lisez trop de romans d'espionnage. Non, enfin, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Remplacer. Mais on a vu faire ça dans les pays occidentaux. Pourquoi ce ne serait pas fait dans les pays du Moyen-Orient? Enfin, écoutez, pour ceux qui connaissent. Donc pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans les pays arabes et dans les pays du Moyen-Orient? Pour ceux qui connaissent le Hezbollah, c'est presque, enfin, comment dire, c'est risible de faire des hypothèses pareilles. Voilà, on peut le faire sur des régimes arabes qui ont l'habitude de la corruption,
de la gueulante qui ont l'habitude de parler, de crier, ah waouh, d'accord, ils sont lâches, pusillanimes. Oui, ça on peut prévoir. Mais enfin, le Hezbollah, c'est une armée disciplinée. Ce sont des gens qui donnent leur vie, leur sang, tout pour la cause. Enfin voilà, bon, qu'ils arrivent à retourner quelqu'un, c'est possible, pourquoi pas. Mais de là à mettre quelqu'un à leur solde, c'est pas l'autorité palestinienne quand même, le Hezbollah. Enfin, il faut pas. Voilà. Voilà. Bon, c'est tout. Bon. Ouais, je pense qu'on va conclure ici. Oui. À moins que vous vouliez prendre une dernière. Merci, bonne fin de soirée. Bon, allez-y, s'il y a une dernière. Bon. Alors, une dernière. Je vais faire monter Massinissa. Pourquoi, M. Cohen, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste là à un plan d'action global entre ce qu'on voit et ce qu'on assiste au niveau Liban, les enchaînements d'actions, on parle chronologiquement, Gaza, bande de Gaza, Sud-Liban, les beepers, des opérations et des techniques qui demandent des années, 1 an, 2 ans de préparation. Vous savez que la fameuse société qui aurait fourni les beepers, Fassad, créée par le Mossad, ont été créés il y a plus de 2 ans. On est du côté de la Bulgarie, etc. D'autres événements à plutôt basse intensité, ce qui se passe en Afrique du Nord, la confrontation Algérie, Maroc, etc. Des changements politiques, on assiste en France, etc., pour le basculement de la France totalement sur un axe bien précis. Est-ce qu'on n'assiste pas là à quelque chose qui a été réfléchi en amont et que dans l'enchaînement de ces événements-là répondent à un plan qui a été bien attendu, bien construit et qui n'attendait que les contextes, la fragilisation en interne de l'Iran, une déstabilisation, une fragilité interne au niveau au niveau iranien, au niveau libanais aussi. Est-ce qu'on n'assiste pas à cela et qu'on nous invente un storytelling qui serait un enchaînement d'événements, mais qui en répondrait parce qu'ils ont été déjà construits antérieurement? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait plausible. Voilà. Voilà, Wari. Très bien, merci M. Cohen. Massinissa, reste avec nous pour l'instant. Merci M. Cohen. Donc, c'était une émission spéciale sur les derniers événements. On se donne rendez-vous vendredi. Voilà, ce sera un peu plus. Alors, ceux qui ont toutes sortes de questions, ils les gardent pour vendredi. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions dans la mesure du possible. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre amitié. Et puis, bonne soirée à tous. Voilà, merci M. Cohen. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Voilà les amis, donc on se donne tous rendez-vous sur toutes les plateformes, bien sûr, vendredi, même heure, 19h30. Donc, non, excusez-moi, j'oubliais, je vous donne moi rendez-vous mercredi d'abord, avec Claude Janvier, qui a écrit plusieurs bouquins, et on parlera bien sûr de tout ce qui est l'état profond en France et tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi. L'horaire n'est encore pas, je crois que c'est 20h30 à confirmer, mais normalement c'est 20h30. Donc, mercredi avec Claude Janvier et vendredi de nouveau avec l'hebdomadaire, bien sûr, avec Jacob Cohen. Excellente soirée à tous. Salam alaikum. Voilà les amis, désolé, c'est compliqué, c'est